Bien, merci à toutes et à tous de nous suivre hebdomadairement sur Facebook. Nous sommes aujourd'hui au Grand Hôtel de Nîmes, à l'invitation de Monsieur Salah, qui nous reçoit toujours avec beaucoup de générosité. Et nous recevons Julien Devèze. Nous recevons Julien Devèze, qui est directeur de cabinet du président de l'agglomération de Nîmes. Julien Devèze a 38 ans, c'est un juriste et il chemine avec Yvan Lachaud depuis longtemps. Il nous dira exactement depuis quand, mais depuis le début des années 2000. Moi, la première question, après mes camarades vont intervenir chacun pour ce qui les concerne, c'est... Moi, j'y comprends plus grand-chose, pourtant je pense qu'en politique je suis assez bon, mais je comprends plus rien au centre. Comment le centre est constitué. Je sais qu'au départ vous étiez à l'UDI, vous étiez même dans le Gard, un des responsables, un des cadres de l'UDI. Aujourd'hui à l'UDI, nationalement, il y a Hervé Morin, qui vient de rejoindre d'ailleurs la République en marche pour les européennes. Il y a l'UDI avec Jean-Christophe Lagarde, qui est le maire de Drancy, qui a sa liste aux européennes. Et à Nîmes, à Nîmes, il y a Yvan Lachaud. Je ne sais pas où il est, moi, Yvan Lachaud, mais vous allez probablement nous le dire. Vous, où vous êtes, vous allez nous le dire. Et il y a aussi Thierry Procida. Thierry Procida, qui représente le centre, mais pas le même centre que vous. Voilà, peut-être un peu de clarifier tout ça. Oui, puis il y a le modem aussi, faut pas oublier le modem. Et il y a le modem, avec Corinne Ponce, voilà. Corinne Ponce, avec Philippe Bertha. Oui, et Bertha. Non, c'est vrai que le centre, c'est une histoire compliquée. Dans la Ve République, on a toujours été au milieu des lignes de fracture de la vie politique française, et ça n'a pas toujours été simple. Mais localement, pour le coup, je crois que Yvan Lachaud peut légitimement revendiquer d'incarner le centre auprès des Nîmois. D'ailleurs, les relations qu'il entretient avec la plupart des partis centristes sont excellentes, que ce soit le MoDem, on l'a dit avec Corinne Ponce-Cadanoa, avec l'UDI Thierry Procida. Et oui, nous, clairement, on est du parti du Nouveau Centre, donc centriste, et c'est le Nouveau Centre. C'est ça qui avait d'ailleurs fait son congrès fondateur en 2008 à Nîmes, parce qu'on avait résolument voulu s'orienter dans un axe de centre-droit. Ça s'appelle les centristes maintenant. Ça s'appelle les centristes, c'est ça. Et donc nous sommes résolument de centre-droit. C'est vrai que on a regroupé les familles démocrates chrétiennes et les familles libérales qui traditionnellement occupaient le centre. Les radicaux nous ont rejoints par la suite, qui et aujourd'hui sont alliés avec la République en marche. Bon, c'est vrai que le centre c'est compliqué parce que, comme je le disais, on est au centre des lignes de fracture et en même temps on incarne des familles de pensée qui aujourd'hui sont trop souvent oubliées dans la vie politique française. Et pourtant, elles incarnent des valeurs au quotidien des gens sur le travail, sur la laïcité, sur, pourquoi pas d'ailleurs, le rapport de la France dans le monde, au monde. Et tout ça, on l'a un peu concentré dans ce qu'on appelle le centrisme. Est-ce que le centre n'est pas un peu une variable d'équilibre à chaque fois pour des élections? C'est-à-dire qu'on va mettre un peu il faut qu'on mette un peu des centristes. Est-ce que c'est pas un peu l'image que ça donne? Le drame du centre, c'est que finalement, c'est toujours chez nous que l'élection s'est effectivement faite. Quand on sait que des gens comme Nicolas Sarkozy, même s'ils font des campagnes de premier tour plutôt marquées à droite, se recentrent toujours ensuite entre les deux tours ou dans leur pratique du pouvoir. C'est la logique des institutions de la Ve République que d'essayer de rassembler un grand nombre de Français, et ce rassemblement se fait nécessairement au centre. Et là, par exemple, parce qu'il y a une question chaude, il y a des sondages qui sont sortis hier, aujourd'hui, demain il y en aura un autre, on se demande, enfin, moi c'est la question que je me pose, quel est le positionnement de Lachaud aux européennes? Bon, écoutez, voilà. Est-ce que ça a lieu d'être dévoilé ou pas, quoi? On peut dire. Yvan Lachaud a jamais caché le fait que c'était un partisan convaincu de l'Europe, dans la tradition démocrate chrétienne qu'il incarne. Je veux dire, Jean Monnet, Robert Schuman sont des pères fondateurs de l'Europe, et pour lui, la conviction européenne cheville au cœur. Et donc, à partir de là, il en tire des conclusions. Alors, parfois, il y a des moments qui sont un peu plus compliqués parce qu'on n'est pas forcément toujours d'accord avec la ligne politique de son parti au niveau national. On l'a exprimé, on a été consulté de façon assez démocratique dans le cadre d'un comité exécutif où je me suis d'ailleurs rendu il y a quelques semaines. Bon, la majorité a fait un choix, il faut le respecter, mais on n'en garde pas moins nos convictions 100% européennes.
Et donc vous avez des responsabilités aussi au niveau national par rapport aux les centristes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu quel est votre rôle au niveau national sur les centristes? Oui, Hervé Morin m'a demandé de travailler particulièrement sur le positionnement institutionnel de notre parti. C'est vrai que c'est quelque chose qui me tient à cœur, c'est quelque chose que sur lesquels les centristes se battent depuis 2006. Où à l'époque, les parlementaires de l'UDF avaient lancé un appel pour une 6e République, parce qu'on fait le constat des dysfonctionnements de la 5e République depuis de longues années, et qui ont abouti cet hiver à la crise des Gilets jaunes, qui est manifestement une crise de la représentation nationale. Et si aujourd'hui, près de un tiers des Français se sentent, voire 2 tiers des Français se sentent mal représentés à l'Assemblée nationale, c'est aussi parce que, à la suite de l'élection présidentielle, on a décidé qu'il fallait absolument une majorité de députés absolue, une majorité dans laquelle on n'a pas à négocier pour suivre les actions du président de la République. Ça a été fait avec Sarkozy, ça a été fait avec Hollande, ça fait maintenant avec Macron. Personnellement, et une grande partie des centristes considèrent que ce n'est pas comme ça qu'on arrive à rassembler les Français. Au contraire, on a tendance, en pratiquant de la sorte, à les diviser, à créer successivement des couches de division entre eux qui amènent à la situation qu'on a connue cet été, avec des cumuls de mécontentement. Voilà, alors justement, je vais rebondir là-dessus. J'ai été visiter votre site, et sur votre page d'accueil, vous avez une rubrique « Changer la République pour retrouver le citoyen ». Alors, je voudrais savoir, quand c'est que vous l'avez écrit, cette rubrique? Écoutez, depuis 2006... Parce que quand on la lit, on retrouve les Gilets jaunes. Pour moi, on retrouve les Gilets jaunes, et en plus, on retrouve la 6e République. Donc, vous n'êtes pas nombreux à prôner pour la 6e République. Oui, et d'ailleurs, souvent, on associe la 6e République, parce que c'est vrai que c'est la France Insoumise qui a un peu préempté ça, mais comme je le dis, en 2006, les parlementaires de l'UDF avaient lancé un appel pour la 6e République. Après, dans le cadre de l'élection présidentielle, François Bayrou avait un peu mis ça de côté parce que effectivement, il y avait un souci d'efficacité politique et il voulait certainement ne pas entraîner forcément les Français dans cette direction-là, mais ça faisait partie du projet en 2006. Donc effectivement, c'est depuis 2006 qu'on fait ce constat, parce que les Français ont tout à fait raison de ne pas se sentir véritablement représentés à leur juste poids au sein de l'Assemblée nationale. Quand vous voyez qu'un parti qui a fait 20% d'élections au premier tour de l'élection présidentielle se retrouve avec 60-65% des députés, forcément, on ne peut pas retrouver dans notre expression de la volonté générale, dans la fabrique de la loi par les parlementaires, les équilibres qui sont les équilibres de la société française. Et du coup, ils s'expriment où, ces mécontentements, ces équilibres, dans un endroit qui pour moi est tout sauf légitime, c'est la rue. Et donc c'est quoi la 6e République? Donc de manière assez synthétique, rapide, la 6e République, on en parle, mais alors qu'est-ce que c'est la 6e République? La 6e République, c'est simplement sortir de l'hypocrisie dans laquelle la 5e République a fait rentrer les Français. On nous dit, on est dans un régime parlementaire parce qu'il faut que une majorité soutienne le gouvernement, mais en fait, on sait tous que le gouvernement, il dépend avant tout de l'élection du président de la République. Donc, ce que nous proposons, centristes, c'est d'arriver sur la logique d'institution de type présidentiel, où certes, le président est élu, mais il a en face de lui un véritable contre-pouvoir qui serait celui d'un congrès, d'un parlement, d'une assemblée nationale qui représente réellement la diversité politique des Français. C'est pas le monde des bisounours, ça? Pourquoi? Je vois pas pourquoi ce serait le monde des bisounours, au contraire. À partir du moment où il y a encore cette élection, le rôle du président de la République est quand même assez tout-puissant, est-ce que c'est pas quelque chose qui sera difficile à partir du moment où il y aura toujours, on l'a vu avec le poids qu'a apporté par exemple l'élection d'Emmanuel Macron et tous les... Mais le but du jeu n'est pas de revenir à la situation de la 4e République. Ouais. Le but du jeu n'est pas d'arriver dans un système d'assemblée où les partis, surtout, on va pas rentrer dans le détail, mais c'est vrai que la 4e et la 3e République, on dit qu'elles ont été très instables pour le jeu du mode de scrutin, mais c'est pas tout à fait vrai. En fait, c'était plus lié au fait qu'il y avait peu de discipline dans les partis politiques parce que les élus étaient des notables locaux qui devaient leur élection à leur propre personnalité et finalement avaient peu à faire de l'investiture qu'ils pouvaient recevoir à l'époque. Mais pour revenir sur votre question, le président de la République, oui, il a beaucoup de poids aujourd'hui, mais ce poids le rend impuissant. On voit bien que du coup, il n'a pas d'assises politiques dans le pays suffisantes, et je ne parle pas que d'Emmanuel Macron, ça a été vrai pour François Hollande, ça a été vrai pour Nicolas Sarkozy, ça a été vrai pour Jacques Chirac aussi. Et le président de la République est élu sur une base insuffisante pour ensuite avoir des politiques qui, sur la durée, sur 5 ans, puissent être légitimées aux yeux des Français. Ce qu'on propose, c'est qu'avec une assemblée qui serait élue intégralement à la proportionnelle, il y aurait des majorités de circonstances sur chaque texte qui serait présenté aux Français.
Après, il est important que le président continue à être élu au suffrage universel, à la différence de ce que disent d'ailleurs la France insoumise et Jean-Luc Mélenchon. C'est important parce que les Français tiennent à cette élection présidentielle, et c'est important pour éviter justement de retourner au système de la 4ème République et faire en sorte qu'on ait un pouvoir exécutif, un gouvernement, un président qui soit stable et qui puisse conduire les affaires de la nation quand elle va mal. Est-ce qu'il y aurait un Premier ministre? Pour moi, non. Il faudrait supprimer le gouvernement, en fait, se baser sur ce que font les États-Unis. Il y a un président qui est élu, il y a un vice-président, et derrière, il y a un cabinet qui travaille directement pour le président. Je dirais simplement une petite nuance par rapport à ça sur deux types de ministères qui me semblent avoir besoin de légitimité propre, pour des raisons d'ailleurs opposées. Le premier de ces ministères, c'est le ministère de l'Éducation nationale, qui, on l'a vu sous Hollande, a changé multiples fois de ministre. C'est moins vrai avec Blanquer, heureusement, mais on sait que chaque ministre veut toujours imprimer sa marque avec une réforme. Donc si le ministre de l'Éducation nationale était investi par une majorité donc qui serait qualifiée par l'Assemblée nationale, on pourrait lui donner légitimité pour 5 ans pour conduire un vrai programme de réforme de l'éducation nationale sur 5 ans. Et de la même façon, le garde des Sceaux, ministre de la Justice, lui aussi devrait recevoir une approbation parlementaire spécifique, parce que je pense que le garde des Sceaux, lui, à contrario, a besoin d'une légitimité personnelle pour impulser une politique pénale bien particulière. Quand François Hollande a été élu en 2012, je suis sûr que les Français n'ont pas pour autant élu Christine Taubira garde des Sceaux. C'était pas pour appliquer la politique pénale de... Et celui de la Défense? Celui de la Défense, on est dans du domaine régalien. Je pense que ça fait partie du domaine réservé du président de la République. Je pense qu'il doit agir en total accord avec le président. Bien, bon, on va quitter la 6ème République parce qu'on n'en est pas là. Ça viendra en son temps. On va revenir à des problèmes locaux, parce que les problèmes locaux, on voit bien que là, ça bouge. Moi, ce qui me fait rire, c'est que depuis qu'on fait nos émissions, on nous dit, les municipales, non, faut attendre les européennes, tout va se repositionner au niveau des européennes. Bon, moi, ça me fait plutôt rigoler, je me dis que c'est pour pas parler des municipales. Mais enfin, bon, on voit bien que ça commence à s'agiter, les municipales. Tout ce qui permet de te faire rigoler ou rire ou sourire, ça fait plaisir. Ah oui, je te le dis. Mais j'ai pas envie de sourire, justement. Ça y est, un petit donc, on voit bien que pour les municipales, c'est en train de bouger. Yvan Lachaud a publié sa liste de signataires. Combien il y en avait? 800, c'est ça? 800. Aujourd'hui, 100 000. Combien? On progresse. J'en ai compté 799. Moi, vous les avez comptés? Tu t'es peut-être oublié. Non, tu t'es pas compté. Non, mais on voit bien on a une ville qui a quand même un positionnement particulier. Le maire a déjà fait 3 mandats, il veut en faire un 4e. Bon, il y a une bagarre entre le maire et le président de l'agglo. On le voit, on le subit, on le constate. Donc, on voit bien qu'on a une ville où le pouvoir municipal va être bigrement important dans ce qui va se passer dans un an. Alors moi, la question que je vais vous poser, même, je ne vais pas trop parler des sondages, même celui qui est publié ce matin, parce que c'est à un moment donné, rien n'est lancé, la campagne n'est pas lancée, tout peut changer. Mais est-ce qu'Yvan Lachaud peut être maire de Nîmes s'il n'a pas le soutien d'En Marche? Voilà, très clair. Parce qu'il a quand même lancé, moi j'ai le sentiment qu'avec sa liste de personnalités, il a lancé la campagne, en disant on verra bien, si j'ai pas En Marche, j'irai tout seul avec les gens qui voudront bien venir avec moi. Mais on voit bien quand même que c'est compliqué, parce que si on revient au sondage de ce matin, même si on doit lui accorder une attention un peu de loin, le maire tient la route quand même encore. Hein, je veux dire, le maire sortant tient la route. Hein, il est en tête. La question qui avait été posée. Est-ce que Lachaud peut y aller tout seul, quoi, finalement, avec une chance de gagner? Parce qu'il y a quand même une équipe, on reparlera de l'équipe après, hein. Vous quittez le cabinet, je crois, ou un autre DIRCAP va venir, François Martin est parti. Non, il est toujours là, François. Il est toujours là? Oui, bon, bien sûr. J'ai peur qu'il soit objectivé. Alors, Bien, alors, Yvan Lachaud peut-il être maire de Nîmes? Oui, avec LREM, encore plus. Ça, c'est clair. Franchement, bon, effectivement, je suis d'accord avec vous, il faut relativiser ces sondages, mais 18% sur son nom, c'est quand même pas rien. Mais je n'irai pas plus loin sur ça, parce que vous avez raison, il faut relativiser, les sortants sont toujours dans ces sondages-là relativement favorisés. Ou du moins... ont un avantage parce qu'effectivement ils ont une notoriété, voilà. Mais non, dans ce cas-là. Après, pourquoi Yvan peut et à mon avis doit être maire de Nîmes? Parce que comme vous l'avez dit, il a lancé une dynamique parce que les gens se retrouvent dans le projet qu'il propose.
il a un projet qui est extrêmement clair, qui est une vision pour Nîmes qui est résolument optimiste, qui est une vision pour faire pencher Nîmes du bon côté de la balance. On se situe dans un niveau de ville qui face à l'économie, se retrouve dans des défis majeurs. Des villes moyennes comme Nîmes, elles peuvent se retrouver demain soit en désertification, soit au contraire prendre le nouveau chemin du développement économique qui se base sur un nouveau postulat, qui fait que les gens veulent plus aujourd'hui vivre là où ils peuvent travailler, mais aujourd'hui, grâce aux nouvelles technologies, grâce aux nouvelles mobilités, grâce aussi à un nouveau rapport au travail, les gens peuvent désormais vivre là où ils veulent, ils peuvent désormais travailler là où ils veulent vivre. Et ça change tout. Ça change tout, ça veut dire que des villes comme Nîmes, si on est bien inséré, si on a des trains, si on a des réseaux routiers, si on a un aéroport qui fonctionne bien, si on est suffisamment attractif, Une gare. Effectivement. Oui, les trains, pour avoir des trains, il faut avoir une gare. On a tout ça déjà. Et si on a tout ça, on peut être un modèle de développement du XXIe siècle parce qu'on saura allier à la fois une capacité de développement économique et en même temps la qualité de vie qui fait qu'on est tous contents de pouvoir vivre à Nîmes. Et aujourd'hui, les jeunes Nîmois, c'est ce qu'ils demandent. Combien j'ai d'amis à Paris qui attendent qu'une seule chose, c'est qu'on puisse leur donner les moyens de travailler à Nîmes. Et c'est ce que propose Yvan Lachaud. C'est pour ça que moi, je ne fais pas beaucoup de soucis sur le fait que Yvan Lachaud puisse être élu maire de Nîmes. Alors je rebondis un peu. Bon, c'est vrai qu'on est un peu obligé de prendre en référence ce sondage, parce que pour l'instant, c'est bien que ça soit quand même qu'un sondage. Mais il s'avère que le sondage montre que la tranche d'âge qui est la moins derrière Yvan Lachaud est la tranche d'âge des moins de 35 ans. Comment vous expliquez ça? Vous savez, Jean-Louis Bourlange, on parlait des centristes tout à l'heure, Jean-Louis Bourlange disait que les centristes étaient condamnés à tenir un discours complexe. Parce qu'effectivement, on n'est pas d'un côté tout noir ou d'un côté tout blanc. On produit un discours qui n'est pas tout à fait simple. C'est vrai que la vision d'Yvan sur les villes moyennes, même si elle est partagée par beaucoup d'autres maires de même ville à taille humaine, il n'est pas tout à fait intellectuellement simple à entendre. C'est plus facile aujourd'hui de dire de dire aux Nîmois, excusez-moi, mais ça nous embête de devoir aller à Manduel pour prendre le train, que de leur expliquer que si on n'a pas de gare demain à Manduel, on les regardera passer les trains. Donc ce discours complexe à tenir, forcément, il demande à ce que les gens aient une attention soutenue à la chose politique. Or, on sait bien que les jeunes, malheureusement, c'est pas leur première préoccupation. C'est tout notre travail pendant un an d'arriver à faire en sorte de leur montrer que le projet qu'Yvan Lachaud leur propose est celui qui leur permettra de continuer à vivre dans ce dont je suis certain par contre, c'est que dans cette ville qu'ils aiment tant qu'est Nîmes. Parce que les jeunes, ils ont envie de... Et justement, parlons de la gare. Parlons surtout de manière porta. Ça fait un moment que je le dis, il y a une omerta terrible là-dessus, on n'entend plus rien. J'ai encore vu récemment les élus des villages concernés, ils ne sont au courant de rien sur ce qui se passe sur manière porta. Pourquoi? Alors, bon... Dans le niveau d'attention à la communication, tout est relatif. Omerta, moi je trouve qu'on en parle très souvent, et en tout cas, si on n'est pas suffisamment entendu, c'est notre faute, donc vous avez raison, moi je suis avec plaisir que j'en reparle. D'abord, le principe fondateur de cette gare, c'est le fait de continuer à faire exister Nîmes sur la carte ferroviaire européenne. Et quand je dis carte ferroviaire, ça dépasse largement ce cadre-là, c'est tout simplement dans l'économie européenne, si on n'a pas de gare, si on ne va pas me faire croire que la SNCF a investi 2 milliards d'euros pour contourner Nîmes, pour nous expliquer que derrière, elle va continuer à faire passer et perdre une demi-heure à ses trains sur une ligne Barcelone-Paris pour desservir le centre-ville de Nîmes. Donc il fallait cette gare. Voilà. On n'a pas demandé le contournement, mais à partir du moment où il y a un contournement, on demande d'avoir la gare. Premier point. Deuxième point, cette gare, on voit bien qu'il faut absolument réussir le pari de l'accessibilité. Si elle a été choisie d'être faite à Manduel, c'est parce qu'elle est au centre d'un nœud ferroviaire et que ce nœud ferroviaire permet de relier la gare centre à cette gare de Manduel en 8 minutes. Donc il y a une intermodalité, comme le dit M. Roata, qui fait de ce lieu-là le lieu où on devait faire la gare. Bon. Donc on doit réussir ce pari de l'accessibilité, et ce, dès 2020. D'ailleurs, je précise qu'à la demande de la SNCF, compte tenu de la situation de la gare de Montpellier aujourd'hui, il nous a demandé d'accélérer ça d'1 an. Donc on va livrer le boulevard de la gare 1 an avant la date prévue, ce qui est quand même une gageure quand on sait les lourdeurs de la réalisation des travaux publics. Et puis pour finir, il faut ensuite se projeter sur 2030. Et évidemment,
qu'en 2020, alors que la gare n'est même pas ouverte, vous n'allez pas vous retrouver avec des dizaines d'entreprises et un quartier économique en pleine expansion. Ça a pris du temps. Mais si vous prenez la comparaison entre Valence et Montélimar, vous voyez comment Valence a pu se développer, comment Montélimar est resté en marge de la mondialisation. Aujourd'hui, le futur quartier économique de Magna Porta, il sera le succès de cette gare. Il sera le succès de cette gare. Et la gare sera le succès de ce quartier. Pour faire déjà le succès de la gare, il faut déjà, à l'ouverture, déjà, au moins quelque chose de concret. On aura donc l'accessibilité et le Maslarié. Maslarié qui sera justement la vitrine des produits gardois. Et justement, quand on parle de vitrine, on veut faire de cette zone économique une véritable vitrine du savoir-faire économique de notre pays. C'est d'abord l'agriculture. Il faut que ce projet soit fondamentalement un projet agricole. On sait qu'on est sur des terres d'excellence, il faut qu'on soit capable de préserver ça, de compenser les pertes éventuelles environnementales et agricoles. C'est un gros travail qu'on entreprend actuellement en faisant beaucoup d'acquisitions foncières. Ensuite, autre vitrine de l'agglomération, c'est évidemment, d'un point de vue économique, au-delà de l'agroalimentaire, se tourner vers la résilience climatique, se tourner vers la cyberéconomie. Et les dispositifs médicaux qui font partie de nos filières fortes. On sait qu'on a des grands groupes en dispositifs médicaux à Nîmes. Wincare, Bastille, Confort Médical, tout ça c'est important. Il faut qu'on soit en capacité de le présenter. Donc il y aura effectivement économiquement des choses à mettre en place là-bas. Et puis pas de village gaulois. Et alors troisième aspect, le côté ludique. Oh là là là. Alors, le côté attractivité touristique, il y a effectivement une opportunité sur la réalisation d'un parc d'attractions. Moi, je crois qu'il faut trouver le bon produit. Donc, on a parlé d'une piscine à vagues. Ça fait partie des produits d'appel, mais il faut faire un benchmark et être sûr qu'on soit pas à côté de la plaque par rapport à ça. Donc, ça prend du temps. Il faudra de toute façon qu'il soit validé. Ça, c'est un principe important. C'est pas de dépenser l'argent du contribuable sans que derrière on soit sûr qu'il n'y ait pas un modèle économique. Donc, s'associer là-dessus à du privé qui va aussi engager son propre argent. Il va nous dire, écoutez, moi je prends ce risque, donc vous pouvez me suivre. C'est totalement différent que de dire, écoutez, on va faire un truc, puis on verra bien si ça marche. On sait que s'il y a quelque chose qui obsède Yvan Lachaud, c'est le souci du denier public, et donc il n'a pas envie de balancer de l'argent par les fenêtres. Ils ont bien mis Spirou à Avignon. Et puis, sur la romanité, là où je voudrais peut-être changer le point de vue de M. Rata, c'est par rapport au fait que on est sur la Via Domitia. Et si on veut, à 2030, si on veut se dire que ce quartier a fonctionné, c'est qu'on aura fait finalement de ce quartier un vrai cœur d'agglomération. Et que la Via Domitia, qui est cette RD 999, qui est plus ou moins sexy aujourd'hui, mais qui quand même a des atouts, a de beaux platanes, a Rodillan à côté, eh bien, pourquoi on ne s'imaginerait pas comme étant la Via Appia de demain pour Nîmes? Voilà, ça pourrait être une véritable entrée. Et un vrai lien avec le centre-ville. Alors, on a bien compris, on a bien entendu, Julien Devez, c'est quand même un supporter fort d'Yvan Lachaud. Oui. Donc on peut même l'appeler, est-ce qu'on peut l'appeler l'homme de l'ombre d'Yvan Lachaud? Un petit peu. Oui. Mais quel est le projet politique de Julien Devez Julien Devez, je crois qu'avec un historique politique et d'implication politique au niveau du centre, je me rappelle aussi d'un lien assez fort que vous aviez avec Damien Abad, qui a un cheminement intéressant. Alors, quel est l'avenir de Julien Devez politiquement? Julien Devez. C'est pas évident, comme vous dites, je suis dans l'ombre depuis pas mal d'années. J'ai été conseiller régional, je me suis lancé deux fois sur les élections régionales. J'ai 2 fois été juste le dernier non élu dans la liste d'opposition, d'abord avec celle de Raymond Poudère, ensuite avec celle de Dominique Régnier. Bon, ça a été des expériences passionnantes. Chaque fois que j'ai eu l'occasion de pouvoir prendre la parole au conseil régional sur la fin du mandat précédent, j'ai eu le sentiment justement de pouvoir réaliser ce que je ne peux pas faire aujourd'hui parce que je suis dans l'ombre et de pouvoir exprimer directement mes idées. Ça, c'est effectivement intéressant. Après, en termes d'efficacité politique, je suis toujours en réflexion parce que travailler auprès d'un homme comme Yvan Lachaud, c'est passionnant et particulièrement formateur. C'est quelqu'un qui a une vision de la politique et puis surtout, ça c'est vraiment une vraie question que je me pose. Il a un principe majeur, c'est être élu, c'est pas un métier. Et donc, si demain je veux être du côté lumière,
il faut que je développe ma boîte ou que je rentre dans le privé, ou en tout cas que j'ai ma propre autonomie professionnelle. Ce qui n'est pas le cas puisque je travaille pour lui. Alors certes, c'est passionnant, mais il est aussi normal que quand je m'exprime avant tout pour relayer les idées d'Yvan Lachaud et la vision. Mais ce dont je suis ravi aujourd'hui. Donc c'est quoi les perspectives de Julien Devez par rapport à ça? Alors, peut-être que pour les prochaines municipales, je serai sur la liste d'Yvan Lachaud. Si les conditions toujours travailler avec Yvan Lachaud, mais différemment. Voilà, toujours. Écoutez, avec la vision qu'il a et que je partage en tout point, je vois pas pourquoi je travaillerai pas pour lui demain. Donc c'est un format de quitter Nîmes Métropole, ça veut dire en tout cas, se positionner pour les municipales. Si je travaille comme lui en tant qu'élu, si je travaille avec lui en tant qu'élu, effectivement, je devrais, parce que la loi m'y contraint et considère qu'en tant que directeur de cabinet, j'ai un conflit d'intérêts et que je dois quitter mon poste 6 mois avant l'élection. Bon, ce sont des dispositions relativement nouvelles, c'est comme ça, du Ralex. Donc une ambition municipale pour Julien Devez. Potentiellement, oui. D'accord, merci. Et vous avez quand même, de mon point de vue, vous avez un plus par rapport aux autres listes, parce que je les entends tous travailler sur un projet de territoire. Comme si c'était, on parle pas de la tête de liste, on parle que du projet de territoire. Toutes les listes, vous disent projet de territoire, projet de territoire. Bon. Vous avez quand même un atout, c'est que votre projet de territoire, vous l'avez démarré il y a 3 ans. Donc à mon avis, vous avez un regard, il n'est pas encore sorti, vous n'avez pas encore publié ce qui sera le projet de territoire pour les municipales, mais vous avez un plus quand même. Parce que votre vision du territoire, elle est basée sur ce que vous avez fait là, même si tout n'est pas sur Nîmes évidemment, mais vous avez quand même une vision, à mon avis, plus acérée que les autres. Ce qui est certain en tout cas, c'est que ceux qui prétendent, à partir de Nîmes uniquement, pouvoir faire un projet pour Nîmes Métropole en se focalisant uniquement sur l'élection municipale nîmoise se trompent. Aujourd'hui, les maires de Nîmes Métropole, ils pèsent dans le débat et ils entendent bien continuer à peser. Et je crois que Yvan Lachaud, là-dessus, est le meilleur garant pour eux de continuer dans cette voie-là. Parce que, effectivement, un projet d'agglomération, c'est un projet qui regroupe 39 communes. On a fait 7 secteurs qui, chacun a pu déterminer sa propre identité. Ça peut être le cœur d'agglomération pour la partie sud-est, ça peut être plus orienté sur le tourisme et l'art de vivre du côté de l'Insgardoninck et du Nord, voilà. Mais après, pour Nîmes, effectivement qu'il faut faire avec les compétences de l'agglomération. Et quand on parle d'attractivité, on parle de développement économique. Donc on parle à communauté d'agglomération et demain, je l'espère, communauté urbaine. Effectivement, on a cette vision assez global, et puis surtout cette intuition qu'Yvan n'a pas attendu d'être président de l'agglomération pour dire qu'il faut développer l'enseignement supérieur, que si on veut que Nîmes soit une ville dynamique, il faut développer le nombre d'étudiants. Et aujourd'hui, il a affiné ça, il a pris du temps pour y travailler, il a publié un texte d'ailleurs dimanche dernier à ce sujet, puisque les interviews qu'il avait données évoquaient sa vision. Il a affiné ça en disant voilà la perspective que je trace, redonnons les moyens aux jeunes Nîmois de travailler à Nîmes, parce qu'on en a les possibilités. Ensuite, ça ne veut pas dire qu'au niveau du projet, il n'est pas à l'écoute des Nîmois. Et c'est pour ça que les 800 personnes, les milliers de personnes qui aujourd'hui nous rejoignent dans cet appel sont là pour apporter leur pierre à l'édifice sur comment réussir à mettre sur pied cette vision. Comment faire en sorte que Nîmes soit une ville plus attractive pour les jeunes et qu'elle leur offre plus d'emplois. Ça passe par de l'événementiel, des idées en tourisme, ça passe par une modernisation de notre mobilité, de nos pistes cyclables. On a déjà fait beaucoup avec l'agglomération. Les Nîmois ont envie de reprendre un peu le pouvoir sur leur ville et de pouvoir faire des propositions. Et en stratégie en termes de Nîmes et la métropole, quelle est la vision de Julien Devez par rapport au fait de savoir, faut-il qu'il y ait un maire de Nîmes, un président de l'agglo, ou le maire de Nîmes, président de l'agglo, avec la même fonction, qui a créé quand même un certain problème, voilà, qui a généré quand même des problématiques. Ouais, quelle est votre vision par rapport à ça? Effectivement, qu'il faut que le maire de Nîmes soit aussi président de l'agglomération. Ça, en termes d'efficacité politique, ça ne fait pas ça a donné. Mais encore, ça n'a pas donné tant de désagréments que ça. Évidemment, c'est compliqué. Évidemment, quand on passe des conseils communautaires comme hier soir, c'est fatigant, parce qu'on pinaille beaucoup, il y a beaucoup de politicaillerie, et ça fatigue le citoyen, parce que ça nuit à la clarté du débat, et de la compréhension des enjeux. Ça, je l'entends. Mais au-delà de ça, je crois que au-delà de l'efficacité politique, ce qu'il ne faut pas perdre de vue aussi, c'est que les maires de l'agglomération et tous les habitants de l'agglomération se sont habitués à un mode de fonctionnement qui est ouvert, dans lequel ils sont en co-construction permanente. Et ça, on ne pourra jamais revenir en arrière.
Jamais. Ça sera jamais Nîmes qui continuera d'imposer ses vues à Nîmes Métropole. Ça sera plus possible. Et c'est d'ailleurs tant mieux. Vous dites que vous partagez beaucoup de choses avec Yvan Lachaud. Je voudrais savoir si vous partagez la phrase qu'il a dite lors d'un entretien avec des médias, je ne sais plus si c'est Objectif Gare ou Midi Libre, concernant la mairie. Il dit qu'il faut gérer la mairie comme une entreprise. Une collectivité comme une entreprise, oui. Alors, moi, je ne suis pas d'accord avec ça du tout. Voilà. Pour Quel est le point point de vue de Julien Devel? Oui, moi, je crois qu'il ne faut pas surinterpréter ce qu'il a dit. Clairement, ce qu'il a voulu dire en disant ça, et je pense qu'il a raison, c'est surtout que puisque c'est un homme qui travaille aussi dans le privé, ce qu'il a marqué, c'est parfois la tentation dans le public de considérer que finalement l'intendance suivra, plutôt les rentrées de recettes suivront, et que dans le pire des cas, il n'y aura qu'à augmenter les impôts. Et que, du coup, cette facilité intellectuelle fait que si on n'y prête pas si on n'y prête pas attention, eh bien, on a tendance à engranger des dépenses sans être sûr d'avoir les recettes derrière. Il a essayé, quand il dit qu'il faut gérer une collectivité comme une entreprise, il dit qu'il faut inverser la logique. Soyons sûrs d'avoir les moyens de faire quelque chose, mobilisons l'emprunt. Je veux dire, sur le niveau de la dette, je veux dire, il n'y a pas de tabou par rapport à ça. Aujourd'hui, on sait qu'il faut pouvoir investir pour le territoire. Mais pour ce qui est du fonctionnement, soyons certains que quand on enclenche une dépense, on ait la possibilité de la combler par des recettes qui ne soient pas de la fiscalité, qui ne soient pas de l'impôt supplémentaire, parce que les gens n'en peuvent plus. On voit bien, pour revenir aux gilets jaunes, voilà, il y avait un ras-le-bol fiscal qui était à la base du mouvement. Après, il y a quand même aussi des fois une vision comptable qui est... Je me souviens, s'agissant du musée de la Romanité, moi je me tue à dire tout le temps que s'il n'y avait pas eu le maire de Nîmes, il n'y aurait pas le musée de la Romanité. Tout le monde était contre. Y compris Lachaud d'ailleurs, qui, au conseil municipal, avait exprimé son désaccord en disant on n'a pas l'argent. On n'a pas l'argent pour le faire, quoi. Pour lui, la priorité, c'était le palais des congrès. Mais aujourd'hui, quand on voit le musée de la Romanité, à moins qu'on nous cache des choses, parce que la communication du maire, elle est toujours extrêmement feutrée, on ne sent pas de difficultés budgétaires liées au musée de la Romanité. Hein. Bon, il y a eu un investissement. Non, la ville de Nîmes n'a pas de difficultés budgétaires. Voilà. Voilà. Le problème, c'est, moi, je crois plus qu'il a voulu dire, il faut faire plus, mieux, avec moins d'argent. Mm-hmm. Mais dire gérer la ville comme une entreprise, on a quand même le souvenir du maire qui a fait 2 mandats et qui a quand même largement endetté la ville. Hein. Oui, mais jusqu'à un seuil. Je sais que Pierre va dire c'est pas vrai. Tu parles de Jean Bousquet, oui, mais il a endetté, mais avec un investissement productif. Quand on dit gérer la ville comme une entreprise, une dette, ça veut rien dire. Gérer la ville comme une entreprise. Regardez le stade, on va le un investissement productif. Regardez sur les services publics des transports, sur les services publics de l'eau. On a pu faire des économies plus que substantielles, 14 et 10 millions d'euros par an. Tout ça parce que, effectivement, on a fait rentrer dans la collectivité des modes de pensée un peu de l'ordre du privé. C'est vrai que nos contrôleurs de gestion, ils viennent du privé. Et sauf que c'est les meilleures armes pour arriver à débusquer les endroits où les collectivités se font un peu parfois plumer. Qu'on le veuille ou non, la ville de Nîmes, la période où la ville de Nîmes a le plus avancé, c'est quand Jean Bousquet était maire. Bon, je pense qu'il va falloir pas tarder à conclure. Une question, juste on a parlé de l'avenir, mais on est pratiquement à la fin du mandat, notamment Nîmes Métropole. Quel est votre meilleur souvenir? Quel est le meilleur événement qui s'est passé en tant que dans votre activité au niveau de Nîmes Métropole dans ce mandat? Quel est le plus beau souvenir que vous ayez eu? Il y en a quand même pas mal. Moi, je sais qu'effectivement, voilà, effectivement, l'approbation du projet de territoire par les élus, j'ai regretté que la ville de Nîmes s'abstienne, enfin que certains élus de la ville de Nîmes s'abstiennent, mais quand les 38 autres communes ont validé le projet de territoire, ça a été une grande satisfaction, parce que c'était l'aboutissement d'un travail de plusieurs mois, qui venait en prolongement du projet de territoire nimalais, qui rentrait qui permettait de démontrer qu'on était sur la bonne voie et qu'on était suivi par les maires. Et à contrario, l'inverse, quel a été le plus mauvais souvenir de ce mandat? Je vous mentirais si je vous parlais pas effectivement du retrait des délégations d'Yvan Lachaud par Jean-Paul Fournier. Ça a été très difficile parce que effectivement, c'est quelque chose, quoi qu'on puisse en penser, auquel Yvan Lachaud s'était pas préparé. Et l'émission de télé?
L'émission, c'est différent parce que, si vous voulez, l'interview en tant que telle, elle s'est pas mal passée. Elle a duré 1h30. Effectivement, l'émission, quand elle a été diffusée, là, par contre, on a été moins content, mais c'était un peu différent. Non, franchement, sur l'émission, on n'avait pas d'autre alternative pour nous. À partir du moment où on se veut transparent, quel que soit le journaliste qui vient, même si on sait qu'il est peut-être un peu orienté, il faut répondre à ces questions. Après, on maîtrise pas le montage. Et là, effectivement, il a été un peu méchant. Mais c'est le jeu de ce genre d'émission. Bien. De toute manière, on est au bout de notre émission, donc on vous remercie d'être venu. Merci à vous. On aurait pu discuter encore au moins autant, mais voilà. On peut continuer. On peut continuer. Prochaine émission, nous recevons ton ami et camarade, comment s'appelle-t-elle, qui apparaît au niveau des sondages. Je te laisse le dire, moi. Personne ne l'a... Attends, je reprends son nom parce que je la connais pas, la France Insoumise. Là. Karine Boinchet. Karine Boinchet, voilà, tout à fait. Et elle a un taux de notoriété assez élevé, quand même. Oui, complètement. Donc on sera... Tu dis, ma camarade amie, je suis... Bon, voilà, ça n'engage que toi. Hein. Oui, mais ça n'engage que moi. C'est comme toi, si je te disais ton ami, je sais pas, Collard ou... Ah non, pas du tout, pas du tout. Voilà, j'ai cru que tu allais dire Stéphanie Sagnard. Stéphanie Sagnard. Bon, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Julien Devet.